Chers amis, bonjour. Nous sommes le 6 août 2025 et bienvenue aux infos de l'AES en particulier et en général aux infos de l'Afrique et du monde entier. Je m'appelle Ibou, Si pour ceux qui ne le savent pas, et j'émets à partir d'une des capitales de l'AES, notamment Bamako. Et à la date du 30 juin 2025, dernièrement le 30 juin 2025, il y a un mois et quelques, le Burkina Faso a pu collecter plus de 20 tonnes d'or provenant à la fois de l'artisanat minier et des semi-mécanisés, a annoncé le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, à l'issue de l'évaluation de son contrat d'objectif par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ce mercredi 6 août 2025. La source est l'agence d'information du Burkina Faso. En fait, pour que vous puissiez comprendre, au Burkina Faso, ils ont commencé un système très intéressant. C'est que le gouvernement est noté. Chaque membre du gouvernement est noté. Oui, est noté par le Premier ministre. Donc, on te donne des objectifs, tu viens et on discute. Et pendant qu'on discute, à l'issue de cette discussion, eh bien, il faut que tu aies une bonne note. C'est aussi simple que cela. C'est très bien. Noter les membres du gouvernement, je pense que c'est une innovation et c'est très bien. Et je pense que chaque pays doit prendre ce qu'il estime de bien chez les autres. Quand vous voyez que les autres font quelque chose et que vous voyez que c'est bien, vous pouvez imiter la personne, imiter ce pays. Évidemment, quand vous voyez que c'est pas bien, il ne faut pas imiter. Voilà. Donc ça, c'est une information. Donc, le ministre, il a annoncé que lui, dans ses objectifs, il a pu collecter 20 tonnes d'or. Alors, imaginez un peu 20 tonnes d'or. Et c'est bien dit qu'ils ont pu collecter cela suite à l'artisanat minier et semi-mécanisé. Ça veut dire que les grandes mines d'or qu'il y a là-bas, qui sont très industrialisées, etc., on n'a pas compté ça. On compte juste l'artisanat minier, c'est-à-dire les mines artisanales, les gens qui nettoient le sable et la terre, qui retournent la terre, là, voilà. Donc c'est ça. Et c'est très très bien, parce que comme vous le savez, comme moi, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de faire des stockages d'or. On veut stocker de l'or afin de pouvoir se développer. Hein, imaginez un petit peu si ces trois pays-là arrivaient chacun de leur côté à avoir 100 tonnes d'or dans leur banque centrale. Imaginez un petit peu que c'est fantastique. Vous savez, il y a des choses qui sont aberrantes en Afrique. En Afrique, il y a des choses qu'on voit qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imagination. Imaginez un petit peu que le Mali, c'est le pays de Kankou Moussa. Hein? Imaginez un petit peu que Kankou Moussa est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. C'est-à-dire qu'il avait de l'or à ne pas en finir. Imaginez un petit peu que, laissons même l'époque de Kankou Moussa. Prenons nos époques récentes. Chaque année, le Mali, à travers les grandes mines, on apprend que le Mali a eu 60 tonnes d'or, 70 tonnes d'or. Quand on dit le Mali, ce sont les exploitants. Hein. Ce sont ces mines. Ces mines-là, ces exploitants qui viennent, ces multinationales qui viennent, elles ont pu avoir 60 tonnes, 70 tonnes d'or. Mais imaginez que pendant des années et des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, mais le Mali lui-même, l'État malien lui-même ne peut pas vous indiquer un endroit où l'or est stocké, où on a même 1 kilo d'or au nom du Mali, c'est pas là-bas, c'est pas normal. C'est tout comme l'État burkinabé ne pouvait pas dire, ah voilà, dans tel bâtiment là, dans tel étage là, allez-y, vous allez trouver, il y a des stocks d'or au nom du Burkina Faso, il n'y avait pas ça. Imaginez un petit peu, c'est la même chose pour le Niger. Le Niger ne pouvait pas indiquer un endroit, montrer, voilà, allez-y là-bas, il y a de l'or stocké au nom de l'État. Mais c'est grave. C'est comme si moi, je travaille pendant des années, je suis un salarié, et qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail, je ne peux pas vous dire que, bon voilà, écoutez, dans mon compte en banque, j'ai tel montant, tel montant, tel montant. Mais c'est invraisemblable.
Ceci dit, une fois qu'on pourra stocker, effectivement stocker très sérieusement cet or-là, eh bien, on pourra faire beaucoup de choses avec. Parce que quand vous avez de l'or, eh bien, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. D'accord. Merci. On va continuer au prochain sujet. Le prochain sujet, c'est que le gouvernement du Mali a fait un communiqué. Le gouvernement du Mali dit que c'est avec une profonde douleur que le gouvernement de la transition a appris le décès à Bamako de l'ancienne première dame, Madame Keïta Fatoumata Diallo, âgée de 82 ans, épouse de Feu Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition du Mali, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du peuple malien, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, dûment éplorée, prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde sa grande infinie. Bamako, le 5 août 2025. Donc ça s'est fait le 5 août, c'est signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà. Le général de division Abdoulaye Magué, effectivement, l'ancienne première dame est décédée. La femme du premier président malien, Modibo Keïta, paix à son âme. Voilà. Maintenant, après cela, on va aller vers la CEDEAO. Alors, la CEDEAO veut faire un partenariat renforcé avec les pays de l'AES. CEDEAO, Mada Bio pour un partenariat renforcé avec l'AES. Le nouveau président en exercice de l'autorité, CEDEAO, multiplie les initiatives diplomatiques pour réconcilier l'organisation sous-régionale avec les 3 pays sahéliens qui ont quitté la communauté en janvier dernier. 6 semaines après le 67e sommet d'Abuja du 22 juin, qui avait créé une troïka ministérielle pour gérer la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté de la CEDEAO, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a relancé mardi l'appel au dialogue avec les pays de l'AES. Bon, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Ce sont des frères. On ne s'entend pas avec eux. On n'a pas les mêmes points de vue par rapport aux choses. Pourquoi on n'a pas les mêmes points de vue? Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi il y a la bagarre entre nous. Vous savez, il y a la bagarre entre la CEDEAO et nous parce que il y a des gens qui ne veulent pas comprendre des gens. Quand des gens ne veulent pas comprendre des gens, il y a palabre. Quand ton voisin te dit « j'ai des problèmes avec telle ex-puissance coloniale », quand nous, les Maliens, quand nous, les Burkinabés, quand nous, les Nigériens, on dit qu'on a des problèmes avec l'ancienne puissance coloniale, on dit, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Mais moi, je crois que les gars de la CEDEAO, là, si eux-mêmes, ils ne cherchaient pas autre chose, s'ils ne cherchent pas quelque chose d'autre, ben, il faut respecter ce qu'on dit simplement. Voilà, en fait, il faut comprendre cela, c'est très important. Quand quelqu'un te dit que j'ai tel et tel problème avec une telle personne, mais pourquoi toi, tu ne veux pas entendre ça? Pourquoi tu ne veux pas écouter cette personne-là qui a dit qu'elle a des difficultés avec une telle personne? Si nous, on a des problèmes avec l'ex-puissance coloniale, pourquoi certains pays de la CEDEAO veulent que nous, qu'on accepte l'ancienne puissance coloniale comme eux, ils vont l'accepter? Eux qui n'ont pas eu de problème avec eux. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est ça. Hein? Quand quelqu'un te dit qu'il a eu des problèmes avec quelqu'un, il ne faut pas obliger la personne tu vois quoi, à continuer à collaborer avec lui tant que ses problèmes ne sont pas réglés. Et si vous prenez les pays de la CEDEAO, là, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de problème avec la France. Beaucoup d'eux n'ont pas eu de problème. Mais si nous, on a eu des problèmes, on est obligé d'agir en fonction des réalités qu'il y a entre nous. Maintenant, après, bon, le problème est que les pays de la CEDEAO, là, beaucoup disent non, eux, ils s'en fichent de ça. Là. Il faut que nous, là, il faut qu'on se tienne au pas, il faut qu'on reste rangé derrière l'ancienne puissance coloniale. Nous, on dit non, on ne va pas rester derrière eux. Nous, on va tracer notre chemin. C'est pour ça qu'on a décidé de choisir nos partenaires. Les partenaires qui sont venus chez nous, qui se sont imposés à nous. Là.
qui sont chez nous, là, qui se sont imposés à nous. Là. Les partenaires qu'on n'a pas invités chez nous, là, on les a dégagés de chez nous. Et on a choisi nous-mêmes, en commun accord avec d'autres, on a choisi ensemble d'autres partenaires. Et c'est comme ça, ainsi soit-il. Bon, maintenant, le président Julius Madabio, oui, président de la Sierra Leone, franchement, actuellement, c'est lui qui exerce la présidence tournante de la CEDEAO. C'est très bien, il veut avoir de très bons rapports avec les pays de l'AES, mais c'est très bien, on est obligé d'être ensemble. D'ailleurs, on est déjà ensemble. Dans les différents pays là, de l'AES et la CEDEAO, là, les voyages, les gens rentrent les uns chez les autres et c'est comme ça. Hein. Parce que c'est le même peuple. On ne peut pas diviser ce peuple. On ne peut pas séparer ce peuple. Hein. Mais il faut que les dirigeants de la CEDEAO entendent ce qu'on dit. C'est important. On félicite le président sierra-léonais et on lui souhaite beaucoup de chance dans ce qu'il veut faire. Ah, je vous dis que j'ai un jeune frère là. Un petit frère sur les réseaux sociaux, il s'appelle Shodi Ag. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais allez-y vous abonner sur sa page Facebook. Il a une page Facebook, vous tapez Shodi Ag, C-H-O-D-I. C-H-O-D-I, Shodi, espace Ag, A-G. Il a laissé ces informations-là. Toutes les opérations militaires qui se passent dans le nord du Mali, là. Ah, c'est le numéro 1. Quand il donne une information, là, ah, c'est du béton. Il vient de dire que nous avons neutralisé un terroriste, un terror de l'État islamique. Al-Husseini Ag Amaya, ce matin entre Gao et Asmarak. Attendez, c'est Asmarakad. Voilà, Asmarakad, c'est ça. Suite à un accrochage avec les forces armées maliennes, ce criminel était responsable de plusieurs exécutions sommaires, oui, dont celle de 13 membres de la communauté. Bon, il n'a pas voulu dire quelle communauté exactement, parce que bon, je comprends un peu. Voilà. Et voilà, et il passait son temps à exécuter les gens. Ouais. Et ouais, ça, il paraît que quand il prenait ses victimes, quand il prenait les victimes là, les gens qui l'enlevaient, quand il les prenait là, souvent il donnait des... C'est-à-dire, quand il voulait quelque chose moyennant ses otages, quand tu ne venais pas vite lui donner ce qu'il voulait, il tuait un otage. Après, le lendemain, là, si tu ne viens pas, il tue un autre otage. Ah, ce monsieur, c'était un criminel. Hein, voilà, il a été tué. Il a été tué. En tout cas, l'État islamique, là, et le JNIM, là, actuellement, là, ils sont fatigués chez nous. Hein. Le Burkina, le Mali, le Niger, là, on est en train de le neutraliser. Voilà. Et puis, ce monsieur-là qui a été tué, il avait une carte. Il avait une carte, là, sur laquelle c'est marqué coordination des mouvements patriotiques de je ne sais pas quoi. Au lieu d'avoir une carte d'identité normale, là. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je veux vous informer d'une chose. Il y a un drone qui s'est écrasé dans le nord du Togo. Oui. Et il y a des combattants du JNIM qui sont, ils sont arrivés rapidement sur les lieux du crash. Et puis, bon, ils sont en train de dire qu'ils racontent des histoires, quoi. Ils disent que non, que c'est eux qui ont fait tomber ça, quoi. mais le drone est tombé de lui-même. Hein. Je crois que c'est un problème technique. Et puis, c'est même pas un grand drone, c'est un tout petit drone. Je sais pas, je pense que c'est pour l'armée togolaise, un petit drone. Mais ils sont en train de crier partout, en train de dire, ouais, ils ont fait ci, ils dansent et ils chantent, quoi. C'est un petit drone qui est tombé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont en train de prendre même quelques morceaux de drone, là, et puis ils sautent avec, ils courent partout dans les rues pour crier, eux, ils ont fait ça. Donc, mais on a eu une source sûre. Il y a des sources très sûres qui ont dit qu'il s'agit probablement, très probablement d'une panne technique et non d'un tir qui aurait abattu le drone. Voilà. Et ça, c'est dans le nord du Togo. On vous informe rapidement parce qu'après, il y en a qui vont vous dire autre chose qui sont fausses. Voilà. Donc, c'est cela. Après cela, on va vous donner une autre information. On va aller au Niger. Au Niger, ils veulent créer ce que les Burkinabés ont créé. Au Burkina,
ils ont les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ouais. Et au Niger, ils veulent créer un mouvement qui s'appelle le M62. Au Niger, une milice civile est créée pour soutenir l'armée. Le mouvement M62 a lancé l'initiative Garkuwa Kassa, qui signifie bouclier de la patrie, en Haoussa, visant à créer une milice civile pour soutenir les forces de sécurité. Le projet a été recommandé par le Conseil consultatif pour les réformes et approuvé par les autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu dernièrement les Nigériens là. Les autorités nigériennes ont appelé la population. Ils ont dit venez, on va discuter entre nous. Les assises. Ils se sont assis, ils ont discuté. Et c'est à la suite de cela qu'il y a les Nigériens qui ont proposé de voir comment ils peuvent associer la population à la sécurisation du pays. Donc finalement, ils ont accepté. Selon le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, les volontaires participeront à des patrouilles nocturnes, à des programmes d'éducation patriotique et de lutte contre la désinformation, ainsi qu'à des travaux d'utilité publique. La formation a commencé à Niamey. Voilà. La création du mouvement Garkuwa Kassa au Niger reflète une tendance croissante à la mobilisation de la population pour soutenir l'armée dans le cadre d'une lutte prolongée contre le terrorisme. De telles initiatives sont une tentative de trouver un équilibre entre les ressources limitées de l'État et la nécessité d'assurer la sécurité locale. À l'instar du programme VDP au Burkina Faso, le modèle nigérien vise à impliquer des citoyens loyaux dans la protection des territoires. La patrouille et l'information des forces de sécurité. Cela témoigne d'une tentative d'adaptation à une menace asymétrique en tenant compte des particularités du contexte local. Cependant, la mobilisation massive des citoyens nécessite une extrême prudence. L'expérience du VDP montre que le succès dépend d'un contrôle strict, d'une formation et d'une subordination à la chaîne de commandement. Sans cela, de telles initiatives risquent de devenir une source de conflits internes et d'arbitraire. Dans le cas de Garkuwa Kassa, beaucoup dépendra de la mesure dans laquelle le mouvement sera intégré au système officiel de sécurité et évitera de devenir une force politique indépendante. C'est ça. Pour l'instant, l'initiative semble être un pas vers le renforcement de la défense face à l'instabilité de la région. Bon, c'est bien. S'ils arrivent à contrôler cela, c'est bien. En tout cas, le plus difficile dans ça, c'est de ne pas laisser les gens aller dans tous les sens. Ça, comme ça, c'est important. Voilà. Maintenant, on va aller faire un tour du Burkina Faso. On va faire un tour du côté du Burkina Faso. Vous savez, ils ont commencé un projet au Burkina Faso qu'on appelle le Faso Mebo. Le Faso Mebo, ça veut dire construire le Faso, c'est-à-dire construire le pays. Et il se trouve que il y a la société, en fait, ça consiste d'abord à faire des pavages urbains. Voilà, pavages urbains partout. Et il se trouve que le Burkina Faso, il y a une société là-bas qui s'appelle Move Africa. Move Africa Burkina. Donc c'est Onatel, l'Office national de télécommunications, qui est devenu Move Africa. C'est comme au Mali ici, il y a Move aussi, Africa ici aussi, mais qui est Mali. Alors Move Africa au Burkina Faso a offert 100 tonnes de ciment à l'initiative Faso Mebo. Vous savez que maintenant les pays sont en train de se regarder. Hein. Au Mali aussi, ils ont commencé cela, sauf que pour le cas du Mali, ce n'est pas une initiative présidentielle, mais c'est plutôt des mouvements qui se sont levés, des gens, des citoyens, et ils sont en train de le faire, ils sont en train de marcher. Hein, sur la route de l'aéroport, il y en a qui sont en train d'avancer, ça se passe très bien. Il y a des jeunes à Mayambrou qui sont en train de le faire, ils sont en train de faire une ruelle, ils montrent l'exemple. Il y a des gens à Daoudabourou aussi qui sont en train de le faire aussi, ils montrent l'exemple. Des gens de bonne volonté leur donnent du ciment, du gravier, du sable, etc. À Caille, là-bas, c'est vraiment, ce que se fait là-bas, c'est vraiment, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd là-bas. Là-bas, ils ont reçu déjà plusieurs centaines de tonnes déjà de ciment. Et donc, voilà.
Mais au Burkina, là-bas, c'est une initiative du président. Et là, Move Africa a donné 100 tonnes. On va écouter. 100 tonnes de ciment, c'est le don de Move Africa à Faso Mebo. L'initiative présidentielle qui reçoit par ailleurs 20 autres tonnes et des packs d'eau de la part de la société Trace Logistique. Ces sociétés marquent ainsi leur engagement pour la construction des villes du Burkina. Bienvenue dans ça. Si les réseaux de téléphonie mobile s'appuient sur des ondes électromagnétiques, l'embellissement de nos villes s'appuie sur ces intrants. Et c'est conscient de cela que le réseau de téléphonie mobile Move Africa épaule l'initiative présidentielle Faso Mebo. Move Africa met à contribution 100 tonnes de ciment. Nous sommes convaincus qu'il est de notre devoir de contribuer au développement socio-économique du pays. C'est dans ce sens que nous avons décidé au niveau de Move Africa de soutenir l'initiative Faso Mebo. Nous avons offert... Voilà, excusez-moi pour la qualité du son. Donc c'est le DG de Move Africa qui parle comme ça au Burkina Faso. Donc ils ont offert 100 tonnes. Et après, il y a une autre société aussi qui a offert 20 tonnes. Donc on les salue, on les remercie pour cela. On vient au Mali maintenant. Le Premier ministre malien, il a pris la parole au nom des présidents de l'AES devant le secrétaire général des Nations Unies au Turkménistan. Monsieur le Président du Turkménistan, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du groupe des pays en développement sans littoral, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, les excellences du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les trois États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. C'est le lieu de remercier la République de Guinée, la République islamique de Mauritanie et la République togolaise pour avoir constamment maintenu leur solidarité avec nos pays en gardant leurs frontières ouvertes. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays et organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. En attendant la réalisation des objectifs fixés à Vienne, la Confédération AES a pris des initiatives hardies et souveraines axées sur le développement endogène, notamment en matière de projets structurants et de mobilisation des ressources internes, d'industrialisation, de transformation sur place de leurs produits locaux pour créer de la valeur ajoutée à nos économies. Dans cette optique,
nous avons inscrit au cœur de nos priorités nationales et confédérales des politiques d'investissement stratégiques dans différents domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation et la diversification économique, pour contribuer à la réalisation des projets confédéraux dans ces domaines prioritaires. Il a été créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sur le plan sécuritaire, nos vaillantes forces armées de sécurité combattent avec succès les organisations criminelles et obscurantistes. En témoigne la neutralisation de nombreux éléments, y compris des chefs de groupes armés terroristes, ainsi que la reddition de plusieurs combattants. L'AES dénonce de nouveau les soutiens multiformes apportés à ces groupes terroristes par des sponsors étatiques étrangers. Monsieur le Président, la Confédération AES a foi en un multilatéralisme à visage humain, celui qui fait de la coopération et de la solidarité entre les peuples un moteur de développement véritable. À cet égard, nous devrions redoubler d'efforts pour une mise en œuvre effective des domaines d'action prioritaires du programme d'action des pays en développement sans littoral. Du reste, une attention particulière mérite d'être accordée au PDSL dans tous les processus intergouvernementaux, notamment sur le relatif à la préparation de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale, en ce qui concerne la réduction des coûts du transport, des frais de transit et la facilitation des échanges commerciaux. Nous sommes convaincus qu'une fois convenue, cette convention aura un impact certain sur la mobilisation des ressources internes en minimisant les évasions et autres fraudes fiscales qui entachent depuis des décennies l'exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales. Au nom de cette même solidarité internationale, il importe d'œuvrer à l'atténuation des vulnérabilités des PDSL. Aussi voudrions-nous appeler à la révision des critères de notation et d'évaluation du risque appliqués aux pays les plus vulnérables, afin que d'ici à 2030, les pays en développement à faible revenu bénéficient d'un financement efficace. Voilà, on remercie le Premier ministre du Mali qui a parlé au nom des présidents de l'AES. Il a pris la parole devant le secrétaire général des Nations Unies. Bon, en tout cas, c'est quand même clair que nous, les pays qui sont des pays sans littoral, sans accès au littoral, on n'a pas de mer, on n'a pas accès à la mer. C'est vrai que nos droits ont été violés, violés illégitimement, comme le Premier ministre il a eu à le dire, lors de l'embargo illégitime et inhumain qui a été fait par la CEDEAO juste pour faire plaisir à certains dirigeants des pays de l'ancienne puissance coloniale. Mais c'est dommage, on a dépassé ça maintenant, on a dépassé ça. On a compris que même si on n'a pas de littoral, on peut se développer. Il y a des pays dans le monde qui sont développés sans le littoral. Donc voilà. Bon, tant mieux. Maintenant, on va passer au Maroc, entre le Maroc et le Mali. On vous l'avait dit l'autre jour que des Marocains, des chauffeurs marocains avaient été enlevés dans le nord du Burkina Faso. Ils ont été retrouvés grâce aux efforts des services de renseignement de l'AES, ainsi que le Maroc, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ça s'est très bien passé, les services de renseignement marocains se sont mis avec les services de renseignement maliens, mais quand on parle de services de renseignement maliens, c'est les renseignements de l'AES, parce que nous sommes l'AES, voilà, c'est ça. De la grande édition, et nous vous l'annoncions hier, les 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier dernier au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. La libération a été couronnée de succès grâce à la coordination de nos 2 États qui ont mené les investigations avec détermination et professionnalisme. Après leur libération, les désormais anciens otages ont été reçus dans la soirée au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le commentaire avec Garibou Pérou. Dimanche 3 août 2025, au crépuscule d'une attente qui n'avait que trop duré, 4 citoyens marocains ont été rendus à la lumière après plus de 6 mois d'un calvaire silencieux. Enlevés dans les confins du nord-est burkinabé à la frontière du Niger, les 4 chauffeurs pris dans l'étau des terroristes recouvrent enfin leur liberté. Mais au-delà du soulagement et du retour des êtres chers, se dessine une réalité plus vaste, plus discrète, mais infiniment éloquente, celle d'une coopération exemplaire tissée dans la diplomatie sécuritaire où la stratégie qui a primé sur le tapage et le geste sur le verbe. Cette libération n'est pas le fruit du hasard, elle est née d'une alliance entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Royaume du Maroc. Voilà, donc en tout cas, on salue les autorités marocaines et maliennes et de l'AES
du Burkina, du Niger. On a pu retrouver ces 4 Marocains qui sont rentrés chez eux. Dieu merci. Ça montre une fois de plus l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité. Il faut continuer à monter en puissance. Hier, les combattants, il y a des terreaux qu'on appelle le FLA, là, le Front de Libération de l'Azawad, qui sont soutenus par l'Algérie. Ils ont essayé de tirer sur un convoi militaire, là, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le drone s'est écrasé. On a la photo du drone ici. Je vais vous faire voir. Hein. Le drone, il s'est écrasé, là. Ouais. Voilà, c'est ça. Le drone, il s'est écrasé. Voilà. Ils ont essayé, mais voilà. Le drone, il est tombé. Voilà. Tchad, Niger. Intéressant. Vous savez que le Tchad, c'est un pays qui n'est pas dans l'AES. Mais le Tchad a compris que l'AES, là, le chemin que l'AES a pris, là, il faut suivre le même chemin. C'est ça, quoi. C'est ça. Je crois que le Togo aussi a compris et le Bénin a intérêt de comprendre. Tchad, Niger. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby, Itno, a quitté N'Djamena ce matin à destination de Niamey, dans la capitale nigérienne. Le chef de l'État effectue une visite de travail à l'invitation du président de la République du Niger, le général Abdourahmane Tiani, général d'armée Abdourahmane Tiani. On remercie le Tchad parce que le Tchad, lorsqu'il y a certains qui ont voulu passer, en fait, ils ont voulu que le Tchad, en fait, attaque le Niger. Lorsque la CEDEAO voulait attaquer le Niger, là, on voulait que le Tchad dit que non, eux, ils ne sont pas dans ça. Hein. Non. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas dans des choses comme ça. Donc ça c'est bien. Niger, Tchad. Donc c'est très très visite du président Mahamat. Voilà. C'est une très bonne chose. Il faut continuer comme ça. Voilà. Au début, bon, le président tchadien, je crois qu'il n'est pas très bien compris. Il y a eu un accrochage entre nous qui a fait qu'on a quitté le G5 Sahel. Mais par la suite, il a compris quoi. On dit que tôt vaut mieux que tard, mais tard vaut mieux que jamais. Voilà. De passage, il y a l'émissaire de Trump qui a été reçu par Poutine. Voilà. L'émissaire Trump, il a envoyé quelqu'un à Poutine pour qu'il puisse discuter un petit peu. Au Nigeria, il y a 17 terroristes qui ont été tués. Nigeria, 17. C'est très très bien. Et, ils ont pu récupérer toutes les armes qu'ils avaient, AK-47, mitrailleuses PKT, avec des chargeurs de calibre 7.5, plein de choses, 1000 litres d'essence, 2300 litres de gasoil. Franchement, le Nigeria a fait du bon boulot. Et le Nigeria devrait peut-être essayer de revoir leur position par rapport à l'US. Voilà. Il paraît que Trump, là, Donald Trump, le président américain, il paraît qu'il veut faire payer 13 000 € pour l'entrée aux USA pour les étrangers. Donc les étrangers, là, si vous voulez aller, on doit payer 13 000 €. Il dit qu'il ne veut pas qu'on vienne en fait. Il ne veut pas qu'on aille là-bas. Et pour qu'on n'aille pas, eh bien, il passe par des choses comme ça. D'accord, on va écouter le président, disons le candidat à l'élection présidentielle, M. Awa Dommelo. Vous savez, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Awa Dommelo, qui parle très bien. Franchement, moi, je l'aime bien. On va l'écouter. L'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or comme au temps de Kanka Moussa, où sa puissance a été assise sur l'or. Quand ils auront atteint cette possibilité, eh bien, ils pourront faire le deuxième pas, c'est-à-dire créer leur propre monnaie, pour que cette monnaie-là ait la capacité de financer leur économie sans risque, puisqu'il y a l'or qui garantit un peu cette monnaie-là. Donc voilà un peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont révisé tous les accords de concession sur l'or et ils deviennent majoritaires sur leur donc dans ces conditions, ils marchent vraiment à pas sûrs vers leur développement en ayant leur propre monnaie où ils peuvent décider dans quel secteur ils vont investir et à quel taux et décider de la convertibilité de leur monnaie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent asseoir une économie industrialisée. Et ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières. Voilà, on va se limiter à ça. Effectivement, Awa Dommelo, ce qu'il a dit, c'est ça.
On est en train de faire des réserves d'or. Non, vous savez, en toute sincérité, c'est important, quoi. En France, là-bas, ils vous disent qu'au niveau de la Banque de France, au 8e sous-sol, on vous dit qu'il y a des tonnes et des tonnes d'or. Aux États-Unis, on vous dit à la Fed, là, le bâtiment de la Fed, quelque part, les gens ont des tonnes d'or. En Russie, il y a des tonnes d'or quelque part, on va vous indiquer. En Chine, on va vous indiquer. Dans tous les pays du monde, pratiquement tous les pays comme ça, là, ils vont vous montrer un endroit où ils ont stocké l'or. Mais nous, l'or vient de chez nous, les pays africains. On a beaucoup d'or qui sort de chez nous. Les multinationales s'en vont avec et nous, on ne peut pas indiquer un endroit où il y a de l'or stocké là-bas. C'est grave. On va faire changer ça. On remercie Awadon Melo pour avoir sensibilisé les gens par rapport à cela. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez que nous avons notre frère, Alino Faso, qui est décédé en Côte d'Ivoire, dans l'école de la gendarmerie. Et le procureur a dit qu'il est mort d'une mort. Il a tenté de se suicider. Il a pris le drap là, comme dans les films. Hein. Il a pris le drap, il s'est mis ça dans le cou là et puis il s'est tué. Voilà. Bon, voilà. Mais après, le même procureur, après avoir confirmé tout ça là, lui-même, il ouvre une enquête. C'est bizarre. On ne comprend pas. Avant qu'il ne s'exprime, il aurait dû ouvrir une enquête. On va écouter. Affaire Alino Faso. Après avoir affirmé que notre compatriote Christophe Alé Traoré s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule, la justice ivoirienne vient de semer de nouveau le doute sur les circonstances réelles de la mort de Alino Faso. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire afin de déterminer les causes de son décès. Des précisions avec Bienvenue dans ça. Dans le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire publié le 27 juillet, et annonçant la mort de notre compatriote, la justice ivoirienne affirmait que Alino Faso s'est pendu dans sa cellule de l'école de gendarmerie à l'aide de son drap de lit après avoir tenté de s'ouvrir les veines du poignet. Le communiqué précise que le décès a été constaté par un médecin légiste comme pour attester de la véracité de la thèse de suicide avancée par le procureur. Mais voilà, hier cadeau, dans un courrier adressé à la famille du Alino Faso, qui réclame la dépouille mortelle de défunt, le même procureur indique qu'une information judiciaire a été ouverte le 30 juillet à l'effet de rechercher les causes de la mort de M. Traoré Alain Christophe. Doute-t-il lui-même de la première version qui affirme que Alino Faso s'est suicidé? Le rapport du médecin légiste n'est-il pas fiable au point d'ouvrir une autre information judiciaire? Des questions qui méritent d'être posées dans la mesure où le porte-parole du gouvernement ivoirien avait longuement soutenu l'argument selon lequel Alino Faso se serait suicidé. Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle mystère boule de gomme. Mystère boule de gomme. Incroyable. Le procureur, le porte-parole du gouvernement, tout le monde sort, ils disent non, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça, ils ont toutes les preuves, voilà. Et après, du jour au lendemain, ils disent non, attendez, on va ouvrir une enquête. Bon, on les comprend, hein. Tôt vaut mieux que tard, mais tard vaut mieux que jamais. Si vous avez fait une erreur, si vous avez déconné, vous avez fait des choses, vous-même, vous avez vu que vous avez déconné là. Hein, il faut faire marche arrière. C'est toujours bien de reconnaître son tort, quoi. Toujours bien de dire non, attendez, on a été très vite en besogne, on va faire une enquête. C'est mieux. C'est mieux. Hein? C'est mieux. Alino là, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Mais voilà, on va y aller doucement. On revient maintenant au Mali. Au Mali, là, la direction générale de la douane est en train de faire du bon boulot. Pour lutter maintenant contre le trafic sur les cours d'eau, le Mali a désormais un centre nautique de la douane, pour traquer la fraude sur les cours d'eau. La lutte contre la fraude franchit un nouveau cap au sein des douanes maliennes. Fidèle à son engagement de guerre sans merci contre les trafics illicites sous toutes leurs formes, le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, intensifie la modernisation des structures douanières, notamment dans le domaine de la surveillance nautique. C'est dans cet esprit qu'il a effectué hier mardi une visite d'inspection sur le chantier du centre de formation nautique à Bamako, dont les travaux sont en cours sur le site du poste de surveillance nautique de la brigade mobile d'intervention BMI de Bamako. Cette nouvelle infrastructure stratégique accueillera non seulement un centre de formation dédié aux unités nautiques, mais également le futur mess du douanier, lieu de repos et de cohésion pour les agents de poste. Non, franchement, le DG de la douane, là, il faut lui faire ça comme ça. Centre nautique, ah ouais. Après ça, maintenant, on va aller BCAO. Il paraît que la BCAO veut lancer en fin septembre une plateforme interopérable de paiement instantané dans l'UEMOA.
Voilà. Il paraît qu'ils veulent faire... ils appellent ça ICFA, je sais pas, un truc comme ça. Voilà. On verra bien, on verra bien. Et toujours, monnaie unique de la CEDEAO. Il paraît que la CEDEAO veut mettre sa nouvelle monnaie, là, ECO, là, qui veulent faire ça en 2027. On leur souhaite bonne chance. Il paraît que, vous savez, depuis 1987, ils ont voulu faire ça. C'est en cours depuis 1987. Tous les 2 ans, ils disent non, on va reporter, on va reporter. En Guinée-Conakry, ils ont créé une nouvelle société d'État minière de Nimba Mining Company. C'est très bien. Cette création de nouvelles sociétés minières, souhaitons que ça leur rapporte. Par décret présidentiel publié ce lundi 4 août 2025 à la télévision nationale, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la création et à la fixation des statuts d'une nouvelle société baptisée Nimba Mining Company. C'est très très bien. On leur souhaite beaucoup de chance. Voilà. Donc c'est ça qu'on avait pour vous. Et puis c'était long, on s'excuse. C'était long, on s'excuse. Merci de nous suivre. Merci. Et puis je vais lire vos commentaires après. Voilà.